Il y a un seul capitaine du navire du Real Madrid. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, le président du club. Le Real Madrid est le standard d'or du football mondial. Ils sont les vainqueurs records de la Ligue des Champions. Ils abritent souvent les plus grands et les personnalités les plus suivies dans le sport. Et ils gagnent toujours tout. Indépendamment du point de départ d'un footballeur dans sa carrière et où ils finissent par jouer, peu importe la qualité de l'équipe qu'ils défendent, s'ils en ont l'occasion, le Real Madrid est l'endroit où ils veulent être. Les Blancos le doivent à leur riche histoire de succès. Bien sûr, cependant, aujourd'hui et à l'âge moderne, ce qu'ils doivent vraiment à un homme. Florentino Pérez, le roi de Madrid. Florentino Pérez est beaucoup de choses, puissant, énorme, hautement éduqué, ingénieur hautement fonctionnel, un politicien et un entrepreneur en série. Au moment de la publication de cette vidéo, Forbes le classe au 1187e rang des personnes les plus riches du monde, avec une fortune de 2,8 milliards de dollars. C'est plutôt bien, mais surtout pour le grand public. Ce pourquoi il est le plus connu. Il est le président de club le plus réussi de tous les temps. Plus de 60 titres au Real Madrid, entre les équipes de football et de basketball et en comptant, dans une carrière de plus de 2 décennies au Real Madrid. Il a essentiellement supervisé la croissance de Los Blancos. Mais il ne faut pas oublier qu'à son essence, il est avant tout un homme d'affaires, plus que tout, des scandales. Des transactions controversées et plus encore l'ont suivi tout au long de sa carrière. Comme on s'y attend d'un homme qui est président de la Super League. Un cas vraiment fascinant. Valeur d'une exploration approfondie. Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne. Depuis 2003, le Real Madrid est soit le premier, soit le deuxième. Le club générant le plus de revenus dans le football mondial. Chaque saison, ils ont été premiers à 13 reprises sur cette période. C'est un véritable reflet de l'incroyable travail accompli par Pérez et son équipe. Ce club est dans cette position incroyablement privilégiée. Et tout ça, grâce à un homme issu de modeste origine. Né en 1947 à Madrid, Florentino Pérez était l'un des 5 enfants. Son père possédait quelques petites entreprises, comme une parfumerie locale. Mais selon la plupart des témoignages, sa famille était de classe moyenne lors de son enfance, d'après ceux qui l'ont grandi. Il était respectueux et aimé de presque tous. Mais il n'y avait rien de particulièrement spécial en lui. Ce n'est qu'à l'université qu'il a commencé à briller. Et son esprit compétitif s'est développé. Il a étudié l'ingénierie civile à l'Université technique de Madrid. Il a débuté sa carrière au service du gouvernement. Dans diverses fonctions, il s'est tourné vers la politique en 1979. Il fut même élu au conseil municipal de Madrid. Un point cependant, lorsque l'organisation à laquelle il appartenait n'a pas reçu suffisamment de votes pour obtenir un mandat au Parlement. Il a démissionné en 1986 et a quitté la politique. C'est à ce moment que tout a changé. Il y a 3 ans, avec quelques partenaires, principalement de son expérience politique, Harris a racheté la compagnie de construction en faillite Pedro S.A. pour seulement une peseta ensemble. Ils ont transformé cette entreprise en l'une des plus grandes et les plus réussies dans le jeu de la construction. En 1994, ils étaient le 8e plus grand soumissionnaire public en Espagne. 3e en 1996 après de nombreuses fusions et acquisitions. Activité de construction et de serrurerie. Ou simplement, le groupe ACS a été créé en 1997. ACS est également actif dans l'immobilier, télécommunications, autoroutes à péage, etc. Parmi de nombreux autres segments. En 2023, ACS a généré plus de 35 milliards d'euros. Opérant sur 5 continents et employant plus de 135 000 personnes. Et Florentino Pérez est le président directeur général de l'entreprise. Il est incroyablement réussi. Il le fait depuis les années 80. Peut-être même avant cela. Le nombre impressionnant de connexions et la diversité de sa carrière, au moment où il est entré dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Toutefois, comme on peut s'y attendre d'un individu avec un téléphone CV, beaucoup ont remis en cause ses motivations et ses fréquentations. ACS ont été initialement financés par un milliardaire espagnol, les banquiers et cousins Alberto Corina et Alberto Alcocer, connus aussi sous le nom de Los Albertos et de la famille Marc. Les Albertos sont comparus au tribunal suprême en 2003.
pour des accusations de fraude et de racket. La famille Marc est l'une des plus riches d'Europe. Juan Marc, l'accumulateur de la fortune des Marc. Il était un banquier extrêmement prospère. Il a même été surnommé le Rockefeller d'Espagne. Il était également l'un des principaux financeurs du dictateur Francisco Franco pendant la guerre civile espagnole. En d'autres termes, Paris a joué ce jeu au plus haut niveau possible. Pendant de nombreuses décennies, avec des amis dans les bons endroits, Pérez était prêt, dans une position que très peu atteindront. Après avoir expérimenté divers espaces de travail au fil des ans, il a découvert un établissement qu'il admirait toute sa vie. Florentino Pérez est fan de Real Madrid depuis toujours. Pendant qu'il peut se souvenir, son père les a fait devenir membres dès leur plus jeune âge. Et on oublie facilement. Mais cet homme est assez âgé pour avoir vu Santiago Bernabéu de ses propres yeux. Mener le Real Madrid à 5 titres consécutifs de la Ligue des Champions dans les années 50, c'était la concrétisation d'une vie. Je suis sûr, et il se trouvait dans une position unique, ce qui lui permettait d'opérer un changement véritablement positif pour le club. Le Real Madrid est détenu et dirigé par ses membres. C'est une organisation sans but lucratif axée sur les résultats sportifs. Les membres ou associés ont l'opportunité de voter et postuler aux élections pour choisir le président du club. Itzioziogu. C'était la première année où Pérez décida de se présenter. La présidence du Real Madrid. Il était également l'un des favoris de cette élection. Il s'est même rapproché, mais a finalement terminé deuxième. En 2000, il s'y remet. Cette fois, il a réussi. Malgré le fait que le président sortant, Lorenzo Sons, venait de voir Madrid éliminé de la Ligue des Champions. Le club était 5e. Ils avaient de gros problèmes sur le terrain. Ils étaient endettés de près de 300 millions de dollars. Ils n'étaient pas rentables, leur organisation était chaotique. Au niveau du conseil d'administration, le modèle était insoutenable. Pérez a fondé sa campagne électorale sur le fait que son expérience en affaires a été bien plus utile au club, plus qu'un savoir sur le football. Il a promis de transformer le Real Madrid en machine. Et il a très largement tenu sa promesse. Son approche n'était pas vraiment novatrice. Mais c'était efficace, il s'agissait de maximiser les revenus, avec le moins d'efforts possible, et garantissant des résultats sur le terrain. Influence minimale sur les résultats sur le terrain. Manchester United sont souvent crédités comme le premier club à comprendre réellement quel impact le marché international, pouvoir propulser leur pain et par conséquent leur revenu global pour les décennies à venir. En fait, la seule année où le Real Madrid n'a pas été dans le top 2 de l'UEFA Champions League, les deux premiers clubs les plus rémunérés du monde ont été Manchester United et le Real Madrid. Madrid était 3e après avoir remporté la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Manchester United a été premier après une 5e place en Premier League. Pour Manchester United, le succès commercial n'est plus lié au succès sportif. En 2002, José Ángel Sánchez, puis le directeur général du marketing de Real Madrid. Échoant ce sentiment, il a comparé le Real Madrid à une organisation d'un sport complètement différent. Nous illustrons généralement cela avec l'exemple de Ferrari. Après avoir acquis une grande réputation en tant que marque numéro 1 en F1, ils ont passé 21 ans sans remporter le moindre championnat du monde. Mais ils ont toujours été considérés comme la marque numéro 1 du monde de l'automobile. Le Real Madrid a perfectionné ce modèle et continue de gagner. Florentino Pérez a donc adopté une approche stratégique pour renverser le renversement de la position de la dette reposait fondamentalement sur deux grandes catégories. Le premier objectif était d'éliminer la dette en vendant des terrains et des actifs. Et le deuxième, il restructurait l'approche et la stratégie globale du sportif. Marketing et segments sociaux du club. Tout cela s'est mélangé pour former un ensemble cohérent. Commençons par la dette. Cette dette a été éliminée grâce à la vente de la Ciudad Deportiva, un centre d'entraînement du Real Madrid. Cela a été construit à la périphérie de Madrid au début des années 60. Toutefois, au moment où Pérez est devenu président, la facilité n'était plus à la périphérie de la ville. À mesure que la ville s'agrandissait, l'infrastructure se situait près du centre Madrid. Cela se trouvait être une zone haut de gamme et très recherchée. Le Real Madrid possédait une mine d'or. Maintenant, Pérez n'était pas un génie. C'était bien connu. Le seul problème, c'était que le secteur était réservé à des fins non commerciales. Madrid a tenté à plusieurs reprises de réaménager la zone. Dans les années 90, mais sans succès à cause de la réaction du public. Florentino Pérez, au lieu de cela, avec le soutien d'une des plus grandes entreprises du continent. Une histoire et une influence politique presque illimitées. La même année où il est entré en fonction, la motion de rezonage a été approuvée.
La ville de Madrid a acquis une partie du terrain. Dans le cadre de la procédure, le Real Madrid a vendu sa part pour un montant estimé à 500 millions d'euros. Au revoir dette. Ils ont même eu l'argent de côté pour construire leur actuel centre d'entraînement. La Ciudad Real Madrid a ouvert ses portes en 2005 pour un coût de 100 millions d'euros. D'après le Guardian, en 2018, le complexe est 40 fois plus grand que le stade Santiago Bernabéu. Il dispose de suffisamment de vestiaires. Accueillir tous les clubs de la Liga le même jour. Ce n'est pas mal sur le plan sportif. La mission était simple. Le premier objectif était de promouvoir les meilleurs talents de la Fabrica, l'académie de jeunes de Real Madrid à l'équipe première. Pensez à Raúl ou Iker Casillas. Et le numéro 2 était de signer le meilleur talent du monde. Pensez à David Beckham, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, la liste continue. Madrid a produit de superbes joueurs dans le passé. On a donc supposé qu'il continuerait à le faire à partir de l'âge de la jeunesse. Au niveau de l'académie, la seconde partie est plus audacieuse. Quand je parle du meilleur talent, je ne parle pas seulement du meilleur sur le terrain. Je veux dire le meilleur pour attirer l'attention. L'un des principaux facteurs ayant poussé les gens à voter pour Florentino Pérez, en masse, il s'était engagé à signer Luis Figo. S'il était élu, Luis Figo n'était pas seulement le meilleur joueur du monde à l'époque, mais il était joueur de Barcelone. Il circulait un bruit à l'époque. Florentino Pérez a conclu un accord avec l'agent de Figo. Derrière les coulisses, si Pérez gagnait les élections, Figo accepterait le transfert avec un bon salaire. Si Pérez perdait l'élection, Figo et ses agents recevraient toujours une forte compensation. Eh bien, il y a un. Et tout ce que le Barça pouvait faire, c'était regarder. Assez de clauses de libération de 62 millions d'euros pour Eusebio. La politique des Galacticos chaque année. Madrid fait une signature sensationnelle d'un joueur très connu et talentueux joueur. Cela a le potentiel d'avoir un impact significatif sur le marché. Les meilleurs et les plus reconnus joueurs. Souvent, ils emmènent leurs fans avec eux. Base de fans pouvant englober des pays entiers. Ceci est un bon lien avec la stratégie sociale. La stratégie sociale de Madrid, compris tout ce qui concerne l'image publique, l'intégration et la prise en charge des sociétaires et une participation constante à l'atténuation de la détresse mondiale. Cela signifie promouvoir un environnement familial, un environnement inclusif pour fans et joueurs. Communication constante et transparence sur les décisions sportives, s'impliquant dans des causes sociales et soutenant des organisations caritatives comme l'UNICEF. Tout cela a contribué à Real Madrid à avoir une excellente réputation auprès du public, une marque avec laquelle tout le monde aimerait travailler et être associé à des raisons extérieures au football. Avec tout cela en place, le marketing est devenu extrêmement simple. Real Madrid a affirmé avoir vendu 1 million de maillots David Beckham dans son premier rang à Madrid et 1,2 million de maillots de Cristiano Ronaldo lors de sa première année. Ces chiffres concernent uniquement la ville de Madrid. Pensez à combien de personnes dans le monde sont des panneaux publicitaires ambulants. Pour Siemens ou Bwin, des décennies après leur signature et leur départ, les sponsors paient pour le joueur et l'établissement avec qui ils sont associés. Le Real Madrid a été l'un des premiers grands clubs à se produire à travers le monde pour renforcer leur soutien pendant les pré-saisons. Ils ont connu un grand succès dans les régions arabes et asiatiques. De ce fait, les Galacticos partagent la tournée avec eux. Cela a grandement profité à Madrid au début. En plus de cela, Madrid s'associe à des entreprises locales dans ces régions, améliorant leur présence globale. Engager de grands joueurs donne à Real Madrid un boost de publicité. Mais cela transforme également ces superstars en devenant des mégastars, ils augmentent leurs tarifs de parrainage. Le Real Madrid a également été l'un des premiers à adopter un modèle de partage des droits d'image. De réclamer les revenus. Cela a été fait pour les joueurs, au sein de leur équipe, pour les partenariats et la communication. Aujourd'hui, ce partage est estimé à environ 50%. 50% pour la plupart des joueurs, cependant. Ils ont été connus pour faire des exceptions pour leurs mégastars. Ronaldo a dû batailler pour obtenir un 60. 90 ont été offerts à Mbappé, selon certaines sources. 70%, qu'importe. Cela a ouvert une nouvelle source de revenus pour le club. En devenant le lieu de prédilection des joueurs, il est resté le lieu à ne pas manquer pour les fans non seulement du Real Madrid. Mais le sport dans son ensemble, c'est l'expérience Real Madrid. Les infrastructures du stade existant ont été améliorées. Restaurants et bars de haute qualité ont été construits. Le service de visite du stade a été entièrement revu. L'espace publicitaire dans le stade a été maximisé. La marchandise volée des étagères dans les magasins. Et les terrains de club aussi? En conséquence de tout cela, le chiffre d'affaires commercial du club est passé de 38 millions d'euros par saison.
de 125 millions d'euros par saison. Entre 2001 et 2006 en général. Les revenus du club ont augmenté de 138 à 292 millions. Dans cette période, par comparaison, Manchester United, premier en 2001, voire une augmentation de 217 millions à 242 millions en 2006. Le succès de Real Madrid au cours des 2 dernières décennies est dû à cela. Un homme au moins. Sa présence, c'est le catalyseur qui a rendu cette équipe déjà historique invulnérable. Il les a sauvés de la crise. Il les a ensuite hissés vers une nouvelle sphère de succès durable. Toutefois, même le grand bâtisseur de Madrid avait ses limites. Vous voyez, Pérez est avant tout un businessman. Il est ingénieur de cœur, donc il pense par processus et système. C'est très mécanique cependant. Où il a échoué par le passé, c'était à travers l'autre côté de gérer une entreprise de ce type. Le football real, l'ère Galacticos du Real Madrid. On le regarde aujourd'hui avec des réactions mitigées. Un spectacle spectaculaire de talent sportif et de volonté commerciale, mais une équipe qui n'a pas atteint son plein potentiel. Ceci révèle beaucoup sur les attentes de ce club, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions et 2 La Ligas en 5 ou 6 ans. Parmi les décisions contestables de Pérez, laisse Claude Makelele partir du Real Madrid pour Chelsea en 2003. Selon plusieurs joueurs de l'équipe à l'époque, et oui, les joueurs, pas seulement des supporters, il était le meilleur et le plus important joueur du club. Fernando Hierro, Steve McManaman, Zinedine Zidane, ils le ressentaient tous de cette façon. Il était le milieu défensif du club, il était leur moteur, il les rendait efficaces. Pourtant, Makelele était aussi peut-être le joueur le plus sous-estimé de cette équipe. Comme David Beckham, Zidane et le reste de l'équipe étaient en train de se réconcilier. 5 fois plus d'argent qu'ils n'en avaient. Ceci souligne encore plus l'importance accordée à l'image. Alors et quand Makelele a demandé une augmentation, cela a été catégoriquement refusé. Il a fait grève et a forcé une vente à Chelsea en été 2003. Nous ne manquerons pas Makelele. Sa technique est moyenne. Il manque de vitesse et de technique pour dribbler les adversaires. Et 90% de sa distribution va soit en arrière, soit de côté. Il n'était pas un bon têteur de balle. Il passait rarement le ballon à plus de 3 mètres. De jeunes joueurs arriveront, oubliant Makelele. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, après la vente de Claude Makelele. Real Madrid ne remporta pas un seul trophée au cours des 3 prochaines années. Dans la même période, Makelele a remporté la Premier League 2 fois avec Chelsea, comme leur joueur le plus important, arguablement, et il a forcé toutes les équipes en Angleterre pour modifier leur perception du milieu défensif. Vicente Del Bosque, qui venait de remporter la Ligue avec Madrid, il a également été limogé, surprenant beaucoup de monde. Peu de choses sont connues sur cette situation, seulement qu'on murmure qu'il y a eu une scission à huis clos. Avec des joueurs impliqués aussi. Fernando Hierro, capitaine de l'équipe, il a également quitté en 2006. Après des appels à la démission, il a démissionné de son poste de président pour permettre un changement. 3 ans plus tard, il était de retour. Je ne pense pas devoir trop m'attarder sur les exploits du Real Madrid et combien de choses ont été réussies sous l'ère Pérez. Surtout lors de sa deuxième période, qui a commencé en 2009. Pérez a repris pleinement ses fonctions au sein de son entreprise, entre 2006 et 2009. Mais il a clairement utilisé son temps d'arrêt pour réfléchir à ses erreurs. Au club, cette fois, l'accent était mis sur l'équilibre, et davantage d'accent mis sur la délégation des décisions sportives. Et l'équipe a prospéré grâce à cela. Si on les mettait face à l'équipe la plus grande du XXe siècle, ces 4 premières années auraient été beaucoup plus fluides. C'est comme ça en tout cas. Depuis 2009, ils ont plus de succès en Ligue des Champions que quiconque. Pas de contestation, ils ont vu une croissance annuelle record. Et ils continuent d'attirer et de cultiver les meilleurs joueurs du monde. Voici un graphique montrant le chiffre d'affaires annuel du Real Madrid, depuis que Florentino Pérez est arrivé en 2000. C'est remarquable après tout ce que j'ai dit. Maintenant que nous avons tout le bon, passons à autre chose. Il est temps de nous concentrer sur autre chose que le football. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, Florentino Pérez est avant tout un homme d'affaires. Sa position au Real Madrid lui a valu pouvoir et visibilité, comme jamais auparavant en retour. Lui a permis de renforcer ses positions dans tous les autres aspects de sa vie. Quelque chose qui n'a pas échappé à l'attention. Quelque chose qui pourrait venir à l'esprit de quelqu'un.
Après avoir entendu parler de la longue liste de réalisations de Pérez à Madrid pour un club qui organise des élections présidentielles tous les 4 ans, ce gars est là depuis longtemps. N'a-t-il pas? C'est une pensée valide. 21 ans de présidence du Real Madrid sur 24 ans. C'est fou à penser, et 15 d'entre eux se sont déroulés sans interruption. Personne n'a même tenté de détrôner Pérez. À la tête de ce club, presque personne ne s'est opposé à lui dans ce laps de temps. Et qui gagne une élection s'il n'y a qu'une seule personne en lice. Je vous donne un indice, et ce n'est pas un secret, qu'une grande raison de tout cela, c'est à cause des exigences pour postuler au poste. Essentiellement, garantir que personne d'autre ne pourra être le président du Real Madrid de manière réaliste. Paris est en vie, ou du moins, tandis qu'il souhaite toujours être le président de Madrid. Pour postuler, il faut être de nationalité espagnole et être membre du club depuis 20 ans. Il était autrefois de 10, mais a été doublé en 2012, un an avant d'être réélu pour son 4e mandat. 20 ans est lourd, mais au moins, cela garantit que tout futur président est hyper communiqué au club. La vraie raison pour laquelle personne ne s'opposera à cet homme. Est-ce que tout futur président doit, de plus, avoir accumulé suffisamment de richesses personnelles pour obtenir une garantie bancaire, totalisant jusqu'à 15% du revenu annuel du club? En 2021, lors de sa réélection la plus récente, Pérez. Ce montant s'élevait à environ 124 millions d'euros. La garantie de 15% a toujours été en place depuis 1990. Mais en 2012, des modifications ont été apportées aux règles. Le plus significatif étant que la garantie devait être appuyée par des actifs personnels. Combien de personnes sur la planète répondent à tous ces critères? Ce n'est pas une liste très longue. Vous savez, c'est plus comme une seule ligne. Mais cela soulève aussi la question, pourquoi aller jusqu'à ces extrêmes pour protéger ce poste? En 2009, lors de sa réélection, il avait déjà couru sans opposition. Et puis, je pense que nous pouvons tous être probable que personne d'autre n'est mieux à même de diriger ce club. Sa position était déjà sûre. Cependant, en regardant un peu plus loin, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de sa position. En tant que président de Madrid, il protège. C'est le levier qu'il détient sur toute l'Europe. Même le monde. Il y a eu de nombreux cas où certains événements se sont produits, involuant le Real Madrid et coïncidemment, l'une des entreprises de Paris gagnera un énorme projet de construction. Annoncer une grande transaction. Beaucoup ont affirmé que ces accords sont intéressants. Mais je veux aussi être très clair ici. Sachez que je n'ai aucune idée si certains de ces accords ont un caractère illégal. La première coïncidence que je voulais aborder, c'est le projet qui a sauvé le club et a préparé le terrain pour les 2 prochaines décennies et au-delà. Le ciel a été déporté pendant son apogée. La Ciudad Deportiva de Madrid était un terrain bien aimé. L'équipe première s'entraînait ici. Mais une grande partie de ce lieu était accessible aux membres du club. Il y avait des piscines, cours de tennis et bien plus encore. D'après une rapide recherche en ligne, j'ai trouvé quelques blogs personnels de personnes se remémorant à quel point l'espace était grand et comment cela a façonné leur enfance. Puis, il a été vendu à sa place. Aujourd'hui, 4 tours massives surplombent le paysage de Madrid. De 230 à 249 mètres de haut. Depuis 2007, ces bâtiments sont les 4 plus hauts d'Espagne. Pour beaucoup de Madrilènes, ces tours sont connues sous le nom de Figo Zidane, Tour Ronaldo et Beckham, ou aussi les tours Galacticos. Je ne pense pas devoir expliquer pourquoi Florentino Pérez a réagi ainsi. Ce qui était bon pour le Real Madrid l'était aussi pour Madrid. Évidemment, cela a aussi été bénéfique pour ACS. Ils ont aussi gagné gros ici. Contrat alloué à la construction d'au moins 2 de ces tours ont suivi le chemin de Dragados, l'une des plus grandes filiales d'ACS, la loge présidentielle du Real Madrid. De plus, il est devenu un pôle de transactions internationales. Au fil des ans, soit c'est devenu le foyer des coïncidences. Un exemple en 2018. River Plate et Boca Juniors. Il était prévu qu'ils s'affrontent au second tour de la Copa Libertadores. Toutefois, la deuxième manche a été reportée en raison de la violence des fans à l'extérieur du stade monumental de River à Buenos Aires, où devait se tenir la finale. Au lieu de cela, il a été décidé que le match se tiendrait au Santiago Bernabéu, en Espagne, malgré la controverse, grâce à ce que le match ne se tiendrait pas en Argentine. Le match s'est bien déroulé, River Plate a gagné 3-1, gagnant et emportant le trophée. La grande relation de Pérez avec les présidents des 2 clubs argentins. Il est dit qu'il a assuré cet événement. Mais peut-être y avait-il plus à cela. Pérez entretient également une bonne relation avec le président.
Le président de l'Argentine, Mauricio Macri, un autre ancien ingénieur civil, 2 jours avant, il a été annoncé que la finale se tiendrait dans la capitale espagnole. Les tarifs des péages sur les routes menant à Buenos Aires ont été augmentés. C'était au milieu d'une crise économique pour le pays. Alors que le peso argentin était fortement dévalué. L'augmentation des tarifs serait bénéfique pour certaines entreprises qui exploitaient et contrôlaient les outils. L'une d'elles, Abertis, est une entreprise de gestion de routes à grande hauteur que ACC avait acquis plus tôt la même année. Je suis assez sûr qu'une décision de cette envergure prend du temps, des mois de discussion. Et je trouve difficile de croire qu'une simple décision, organiser un match dans un autre pays, l'impact pourrait être énorme pour le pays. Mais comme je l'ai dit, le timing était fascinant. En 2014, le Real Madrid a recruté James Rodriguez, la plus grande superstar colombienne et star de la Coupe du Monde 2014. Il s'est engagé pour 60 millions d'euros avec Monaco. Au milieu d'une grande excitation, peut-être y avait-il plus à ce deal? Quelques semaines après l'annonce de la signature, il a également été annoncé que ACS avait remporté un contrat de 600 millions d'euros pour la construction d'une autoroute et une série de tunnels d'une valeur supérieure à 690 millions d'euros en Colombie. Face aux accusations, Paris a dit des choses très intéressantes. 35% des activités d'ACS se font en Australie. Il n'y a pas d'Australiens dans l'équipe. C'est juste, mon pote. En plus de tout ça, des joueurs essentiels qui ont gagné la décima pour Madrid. L'année précédente, enlèvement d'Angel Di Maria et d'Ibáñez Alonso du club. Comme l'avait été Mesut Özil une saison auparavant, quand Paris a été à Austin. S'il pensait que Rodriguez s'adapterait au 4-3-3 d'Ancelotti, système 3-3. Il a simplement dit ne pas savoir comment jouer, mais il a eu une excellente Coupe du Monde et nous le voulions ici. Affaire stricte, la même année. Le Real Madrid a recruté le star mexicain Javier Hernandez, prêté par Manchester United, encore juste quelques jours avant ce Cobra. Une autre filiale d'ingénierie multidisciplinaire d'ACS a reçu plusieurs contrats de Pemex, une entreprise mexicaine de gaz et de pétrole. Les contrats prévoient la construction de plusieurs installations, incluant une usine de diesel à très faible soufre, une usine de traitement des eaux usées et la rénovation d'une usine de production d'engrais. La valeur totale des contrats à ce moment-là, on disait qu'il s'élevait à environ 600 millions de dollars. Encore une fois, des situations comme celle-ci sont difficiles à rattacher à un événement. Signer un joueur sur un contrat à court terme. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais j'ai une formation en génie civil. Et d'après mon expérience, en travaillant sur de grands projets d'infrastructure, dans le passé, ces procédures impliquaient souvent de longs processus d'appel d'offres et d'évaluation, ce qui implique de nombreuses demandes d'informations et beaucoup de va-et-vient. Il pourrait prendre des mois, voire des années. Il est difficile d'imaginer la signature d'un seul joueur. Est suffisant pour conclure l'affaire, mais intéressant timing, comme pour toute grande organisation. Il y a plusieurs autres accusations qui ont été portées contre les entreprises de Paris, qui ne concernent pas le Real Madrid. Mais j'ai choisi de ne pas les inclure dans cette vidéo, pour ne pas s'éloigner trop de la connexion avec le Real Madrid. Il y a beaucoup d'exemples de personnes affirmant qu'il ressent le Real Madrid. En tant que marque, il est au-dessus du gouvernement espagnol. Vous donne un aperçu de sa vision de son poste de président. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une enquête. Parce que tout ce qui est dans cette vidéo est du domaine public. Je pensais simplement qu'il serait intéressant d'aller plus loin et vous fournir les faits. Beaucoup pensent que Paris représente tout. Qu'est-ce qui cloche dans le football? En gros, ça fonctionne comme une pyramide. Si les grands clubs ont plus d'argent, tout le monde y gagne, c'est ce qu'il a dit sur la Super League. Je ne peux pas imaginer qu'il ait fait lire ce discours à quelqu'un, parce qu'il est impossible qu'il pense que le grand public, de ceux qui luttent financièrement, les amoureux d'un sport populaire, trouverait réconfort dans ses propos. Mais en même temps, même s'il l'avait évoqué, quelqu'un aurait-il le courage de lui dire qu'il se trompe? C'est très probablement l'homme le plus puissant de tout le football. Ses positions sur tous ses intérêts l'ont hissé à un niveau de pouvoir, de nombreux. Une influence que je ne pense pas que nous comprenions jamais vraiment. Mais je serais damné si quelqu'un pense qu'il n'est pas bon dans son travail. Dans le jeu du football, Florentino Pérez a gagné. Et il n'a jamais mis les pieds sur un terrain. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de Florentino Pérez. Qu'est-ce qu'il a construit au Real Madrid? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. A une excellente journée. Elle l'a.